Salut les investisseurs, dans cette vidéo on continue notre tournée des entreprises value en Europe. Ici on va s'intéresser à la Suisse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères de sélection de ce screener. Alors, une sélection d'industrie, c'est surtout une désélection d'industrie. J'enlève les rates, l'automobile, tout ce qui est assurance, banque, finance. Ça nous laisse quand même un large panel que vous pouvez voir ici d'industrie que l'on va sélectionner. On s'intéresse aux entreprises suisses qui sont cotées en Suisse. On s'intéresse aux entreprises qui font plus de 100 millions d'euros de market cap. J'ai un peu baissé le critère parce que sinon on n'a vraiment pas de dossier en Suisse. C'est un marché qui se paye plutôt cher. J'ai mis une valeur de dette nette sur EBITDA maximum 3 fois pour avoir des entreprises qui sont plutôt solides d'un point de vue bilan et d'un point de vue endettement. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 7 qui est notre indicateur de valorisation. La valeur d'entreprise c'est capitaux, donc c'est market cap plus dette nette sur l'EBITDA. L'EBITDA c'est un proxy du résultat opérationnel. Ensuite, le rendement des capitaux investis, 7%, donc les capitaux investis, le rendement des capitaux investis, c'est profit opérationnel après taxe divisé par les capitaux investis dans l'entreprise. Ça me donne une mesure de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Alors, on va expliquer les colonnes comme d'habitude. J'enlève le prix qui n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi les gens travaillent avec des prix pour faire leur prédiction, alors que c'est leur prévision, alors qu'il faut toujours regarder un multiple. On est sur ici, donc, les différentes colonnes du screener. On est sur le symbole de cotation d'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière de l'entreprise, en dollars, puisqu'on n'a pas l'info en euros, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 indicateurs, 3 multiples de valorisation par les flux, la valeur d'entreprise sur EBITDA, le price earning et le price of cash flow, 2 multiples de valorisation par rapport au bilan, donc le price to book, donc le prix sur actif ou le prix sur actif tangible. Nous on préfère l'actif tangible, mais il n'y a pas de décote ici. Le rendement des capitaux investis, le rendement des fonds propres, c'est plutôt utilisé pour les financières, puisque en fait le rendement des fonds propres est biaisé par la dette. Donc pour avoir une mesure plus pure de rentabilité, il vaut mieux utiliser le rendement des capitaux investis. L'endettement net de l'entreprise, en termes de dette nette sur EBITDA au dernier trimestre publié, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, qui inclut les rachats d'actions ou les éventuelles dilutions. On a le free cash flow par rapport au bénéfice net, pour pouvoir vérifier que le dividende est bien payé correctement, enfin, si l'entreprise a bien les moyens de son dividende, parce qu'on a le payout ratio qui est calculé par rapport au bénéfice net, mais les dividendes sont payés par rapport au free cash flow. Donc il faut bien vérifier ce point. On commence tout de suite avec la première entreprise de cette liste, donc il y a 2 cotations à mon avis, c'est pour ça qu'on a 2 lignes. On est sur une entreprise technologique, ils opèrent plutôt dans l'électronique et composants industriels, donc on est sur 466 millions de dollars de market cap, 3,75% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. En termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, on est value, puisqu'on a en dessous de 7, on a 6,5, 10,3 fois les price earnings, 16,2 en price of free cash flow. Donc on a les free cash flow plus bas que les bénéfices nets, donc il faut savoir pourquoi est-ce que c'est le cas. Est-ce qu'on a une variation défavorable du BFR qui impacte le cash flow opérationnel, ou est-ce que on a une dépense en capital qui est ponctuellement élevée, à vérifier, ou alors est-ce que même on a du résultat exceptionnel, mais pas structurel. Ce qui nous fait dire que moi je pense qu'on est quand même value, je dirais, sur cette entreprise. Les multiples restent pas trop élevés si on se concentre sur la valeur d'entreprise sur EBITDA et le price earning. On a un rendement des capitaux investis qui est à 10%, 10,2%, 3 même, 10,3%, donc c'est tout à fait intéressant, bien rentable. On a 0,5 fois la dette nette sur EBITDA, 7% de rendement du dividende et 8% du rendement de l'actionnaire. Donc vous avez des rachats d'actions sur l'entreprise. Je pense que c'est un dossier qui peut être intéressant à aller creuser. Phoenix Mécano, on est sur de l'industrie, mais en Suisse ils sont assez bons dans l'industrie. Et puis les multiples ici sont intéressants. On est quand même assez décoté. Attention que le dividende il est pas soutenable à ce niveau. On a un payout ratio qui est à 68%, sauf que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Je pense qu'on est même au-delà des 100%, donc on doit s'endetter pour verser le dividende. Donc voilà, il faut pas compter sur ce niveau de rendement structurellement. Autrement, c'est intéressant cette entreprise. Allez creuser. Orascom Développement. Alors là, on est sur une entreprise qui est spécialisée dans le tourisme. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à Voyageurs du Monde, ou une entreprise de ce type-là. On est sur 364 millions de dollars de market cap, 6,84% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, plutôt moyennement élevé,
modérément élevé quand même, cette croissance, c'est plutôt bon. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est à 4,4, mais en fait, et là, bon, c'est un peu rédhibitoire, mais on a une perte nette sur les 12 derniers mois. Et on n'a pas les informations sur les free cash flow. Donc, est-ce que l'entreprise ne publie pas ce tableau de trésorerie? Dans ce cas-là, on passe son chemin. Est-ce que on a fait une perte nette exceptionnelle? Et puis, en fait, ça va se rétablir. Dans le doute, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir sur ce dossier, même si, à mon avis, ça a le potentiel pour quand même faire un turnaround et revenir à la rentabilité, puisque en termes opérationnels, on arrive à dégager un profit quand même. Et puis, on a vraiment des capitaux investis qui est plutôt élevé. Donc, je pense que peut-être qu'il faut mettre ce dossier de côté et revenir dans quelques trimestres, voir ce qu'il en est au niveau du résultat net, et on pourra s'y intéresser par la suite. Ensuite, on a Orior. Orior, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de alors c'est de la nourriture emballée, quoi, donc prête à consommer. Donc, on est sur une micro-cap, quasiment, 154 millions de dollars US de market cap, 2,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc croissance plutôt faible, 5,4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 6,5 fois le ratio court-bénéfice, ou 9,8 en price of cash flow, donc on est value sur cette entreprise. On a une bonne rentabilité opérationnelle à 9,6% de rendement des capitaux investis, ça c'est plutôt bon. Attention qu'il y a quand même pas mal de dettes sur le dossier, 2,8 fois la dette nette sur EBITDA, donc ça c'est un peu dangereux, on est proche de la limite. 12% de rendement du dividende, hyper élevé, mais en fait on a un payout ratio qui est trop élevé, 77%. Donc en fait l'entreprise elle verse tous ses bénéfices en dividende quasiment, mais elle n'en a pas les moyens parce que ses free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc je pense qu'on a dû verser une partie à crédit, ou en piochant dans la trésorerie en tout cas. Dommage. Donc ça, à mon avis, ça a l'air un peu compliqué parce que ils versent une énorme part de bénéfices en dividendes, mais ils ont beaucoup de dettes. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une holding au-dessus qui a besoin de dividendes pour rembourser la dette, et donc du coup, la filiale, elle supporte de la dette qu'elle ne rembourse pas pour l'instant. Donc dommage, c'est très décoté. À voir par la suite si le dividende baisse un peu et si la dette baisse un petit peu, ça pourrait être intéressant. Donc vous l'aurez compris, ici on est plutôt sur la Suisse, c'est quand même cher payé comme pays, sans doute, il y a un effet un peu franc-suisse, donc déjà si vous investissez en franc-suisse, vous avez une monnaie qui est un peu plus solide que l'euro. Le dossier que je pourrais garder dans cette liste, ça va être Phoenix Mecano, qui m'a l'air quand même assez décoté, et assez rentable. Les autres, il y a à mon avis des problèmes, ou des points qui font qu'il vaut mieux s'en tenir à l'écart. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.